Le véritable pouvoir ne s'exerce pas par des cris ni par des menaces visibles. Il s'exerce dans l'ombre, avec un sourire froid et une poignée de main qui scelle des destins. Roy Cohn comprenait cela mieux que personne au XXe siècle américain. Il n'était pas l'homme le plus puissant de son époque, mais c'était l'homme que les puissants appelaient lorsqu'ils avaient besoin que quelque chose se produise sans laisser de traces. Son héritage n'est pas écrit dans des livres de droit ni dans des manuels d'éthique professionnelle. Il est écrit dans des carrières détruites, dans des réputations pulvérisées, dans des ennemis qui ont disparu de la scène politique et sociale sans savoir ce qui les avait frappés. Cohn n'a pas laissé un système philosophique, mais quelque chose de plus dangereux, un manuel d'opération pour naviguer dans le monde comme s'il s'agissait d'un champ de bataille où la moralité est un luxe que seuls les perdants peuvent se permettre. Roy Cohn est né dans le Bronx en 1927, fils d'un juge de la Cour d'appel de New York. Dès son enfance, il a été exposé aux mécanismes internes du pouvoir judiciaire. Mais ce qu'il a appris n'était pas le respect de la loi, mais la compréhension de sa malléabilité. La loi n'était pas un ensemble de principes immuables. C'était un outil, un instrument qui pouvait être modelé, tordu, instrumentalisé pour servir celui qui savait comment le manier. À 20 ans, il était déjà procureur adjoint. À 23 ans, il a été une pièce clé dans le procès des espions atomiques Julius et Ethel Rosenberg, une affaire qui s'est terminée par l'exécution des deux et qui reste jusqu'à aujourd'hui entourée de controverses sur des procédures irrégulières et des preuves douteuses. Pour Cohn, ce n'était pas une tâche dans sa carrière, c'était sa carte de visite. LRM. L'affaire Rosenberg a révélé quelque chose de fondamental sur la psychologie de Cohn. Pour lui, gagner ne suffisait pas. Il fallait anéantir. Il ne suffisait pas de prouver la culpabilité. Il fallait détruire toute possibilité de rédemption, toute possibilité de sympathie publique, toute voie de sortie. Les Rosenberg n'ont pas seulement été condamnés, ils ont été transformés en symboles du mal absolu, dépouillés de toute humanité dans l'imaginaire collectif. Et Cohn a été l'un des principaux architectes de cette narration. Il a appris dès le plus jeune âge que dans la bataille pour la perception publique, la vérité est secondaire. Ce qui compte, c'est l'histoire que vous parvenez à faire croire aux gens, et cette histoire doit être si simple, si viscérale, si émotionnellement résonante, que la complexité des faits devienne sans importance. Cette expérience l'a conduit directement à sa collaboration avec le sénateur Joseph McCarthy lors des infâmes procès de l'ère du macartisme. Cohn est devenu le conseiller principal de McCarthy, l'esprit derrière les audiences qui ont détruit des centaines de carrières sur la base d'accusations souvent infondées de sympathie communiste. C'est ici que Cohn a perfectionné sa méthode, où les 3 règles qui allaient définir toute sa carrière ont cristallisé en un système opérationnel complet pour la manipulation du pouvoir. La première règle de Roy Cohn est simple mais dévastatrice. Attaquez, attaquez, attaquez. Ne vous défendez jamais. La défense est une admission de faiblesse. Lorsqu'on vous accuse de quelque chose, peu importe à quel point l'accusation est vraie, votre réponse ne doit pas être d'expliquer, de justifier ou de nier avec nuance. Votre réponse doit être une contre-attaque immédiate, féroce et si agressive qu'elle mettra votre accusateur en position défensive. Cohn comprenait quelque chose que la plupart des gens mettent des décennies à saisir ou ne comprennent jamais. Dans le théâtre du conflit public, le public n'évalue pas la vérité, il évalue la force. La personne qui semble la plus sûre d'elle, la plus agressive, la plus implacable, est celle que le public suppose avoir raison. Cette tactique inverse complètement la logique conventionnelle du conflit. Dans un monde rationnel, celui qui porte une accusation doit la prouver, et celui qui est accusé a le droit de se défendre en présentant des preuves contraires. Mais Cohn opérait dans un monde où la rationalité n'était qu'une façade mince sur un océan d'émotions primitives. L'audience ne traite pas des arguments complexes, elle traite des signaux de domination et de soumission. Lorsqu'une personne t'accuse et que tu réponds en expliquant, en justifiant, en nuançant, tu envoies un signal de soumission. Tu acceptes le cadre où ils sont le procureur et toi, l'accusé. Cohn brisait ce cadre immédiatement avec une contre-attaque si violente que l'accusateur initial se voyait obligé de reculer.
Lors des audiences de McCarthy, lorsque quelqu'un remettait en question ses méthodes ou ses accusations, Cohn ne répondait pas aux questions. Il répondait par des insinuations sur l'interrogateur. « Pourquoi défends-tu les communistes? Qu'as-tu à cacher? Es-tu toi aussi un sympathisant ?» En quelques secondes, la personne qui avait posé une question légitime se retrouvait à se défendre contre des accusations implicites, et la question initiale était enterrée sous une avalanche de contre-accusations. Cette tactique ne gagne pas les arguments par la logique. Elle les gagne par l'épuisement. La plupart des gens n'ont pas le courage pour un conflit prolongé et brutal. Lorsqu'ils font face à quelqu'un qui contre-attaque sans limite, sans considération pour les règles de décence ou de débat civilisé, ils reculent. Et ce recul est interprété par l'audience comme une admission de culpabilité. Acronyme. La première règle repose sur une compréhension approfondie de la psychologie de masse. Les foules n'analysent pas, elles réagissent. Elles n'évaluent pas les arguments par une réflexion minutieuse. Elles les évaluent par des heuristiques rapides. Qui semble le plus confiant? Qui semble le plus fort? Qui semble avoir le contrôle? Cohn a transformé chaque affrontement en une démonstration de domination. Et la domination est contagieuse. Une fois que vous établissez une réputation d'être impitoyable dans la riposte, les gens commencent à y réfléchir à 2 fois avant de vous confronter. La peur est préventive. Vous n'avez pas besoin de détruire tous vos ennemis si vous pouvez faire en sorte que la majorité de vos ennemis potentiels décident que cela ne vaut pas la peine de devenir votre cible. Mais l'agression sans soutien n'est que du bruit. Ce qui mène à la deuxième règle de Roy Cohn. Ne jamais admettre une erreur. Ne jamais s'excuser. L'excuse est une reddition, et la reddition est la mort. Cohn commettait constamment des erreurs, faisait des accusations qui se révélaient fausses, utilisait des tactiques que tout observateur objectif considérerait comme peu éthiques ou illégales. Mais jamais, à aucun moment de sa vie publique, il n'a admis avoir eu tort. Ce n'était pas de l'obstination irrationnelle, c'était une stratégie calculée. Parce qu'admettre une erreur, aussi petite soit-elle, crée un précédent. Cela dit à vos adversaires qu'il y a une ligne que vous avez franchie, qu'il y a une pression suffisante pour vous faire céder. Et une fois que vous cédez une fois, la prochaine reddition est plus facile. La psychologie derrière cette règle est contre-intuitive. La sagesse conventionnelle dit qu'admettre ses erreurs vous donne l'air honnête, humain, digne de confiance. Et dans les relations personnelles intimes, cela peut être vrai. Mais Cohn n'opérait pas dans le domaine des relations intimes. Il opérait dans le domaine du pouvoir public. Et dans ce domaine, les règles sont différentes. L'admission d'erreurs est interprétée comme une faiblesse. Et la faiblesse invite plus d'attaques. Lorsqu'une figure publique présente des excuses, ce qui suit n'est pas le pardon, mais l'intensification de la surveillance. Les médias et les adversaires flairent le sang dans l'eau. Des excuses pour une offense conduisent à des demandes d'excuses pour 10 autres. Une admission d'erreur devient une preuve d'un modèle d'erreur. Cohn a compris que dans le jeu du pouvoir, la cohérence importe plus que la précision. Il vaut mieux être constamment dans l'erreur mais inébranlable que parfois correct mais hésitant. L'inébranlabilité projette la certitude, et la certitude est magnétique. Les gens veulent suivre quelqu'un qui semble absolument sûr de lui, même si cette sécurité est totalement infondée. Le doute est repoussant. L'ambivalence est une faiblesse. Cohn a construit toute sa personne publique sur la base d'une certitude absolue et d'une immunité totale à la honte. Cette immunité à la honte est peut-être l'élément le plus perturbateur de sa psychologie. La honte est le mécanisme social qui maintient la majorité des personnes dans des limites acceptables de comportement. Lorsque nous violons des normes sociales, nous éprouvons de la honte, et cette émotion inconfortable nous motive à modifier notre comportement, à présenter des excuses, à nous réconcilier avec le groupe. Cohn avait complètement désactivé ce mécanisme. Il pouvait être confronté à des preuves irréfutables de ses mensonges, de ses manipulations, de ses tactiques sournoises, et il niait simplement les preuves ou attaquait celui qui les présentait. Il n'y avait aucun point de pression psychologique qui puisse le faire se rétracter. Cette qualité le rendait à la fois puissant et imprévisible. Les adversaires ordinaires ont des lignes qu'ils ne franchiront pas,
des normes qu'ils respecteront, des réputations qu'ils protégeront. Ce sont des leviers qui peuvent être utilisés contre eux. Cohn n'avait pas de levier. Il n'y avait pas d'appel à son sens de la décence, car il n'opérait pas avec cette considération. Il n'y avait pas de menace à sa réputation qui le retiendrait, car il avait accepté depuis longtemps qu'il serait haï. En quelque sorte, il avait libéré un pouvoir obscur en renonçant complètement à la nécessité d'être aimé ou respecté. Il avait seulement besoin d'être craint, et la peur est plus facile à susciter quand on n'a pas de limite auto-imposée. Mais ces deux premières règles, aussi efficaces soient-elles, sont des tactiques de guérilla. Elles peuvent remporter des batailles individuelles, mais ne construisent pas des empires. Ce qui mène à la troisième et plus sophistiquée règle de Roy Cohn. Peu importe ce que vous faites, peu importe qui vous connaissez. Le pouvoir ne réside pas dans les titres ou les positions officielles. Il réside dans les réseaux de relations. Cohn a méticuleusement construit, pendant des décennies, un réseau de contacts allant des mafieux aux politiciens, des magnats des médias aux célébrités d'Hollywood, des juges aux agents du FBI. Il n'était pas l'homme sur le trône, c'était l'homme qui pouvait appeler directement tous les hommes sur tous les trônes. Ce réseau lui conférait un pouvoir qu'aucune fonction officielle n'aurait pu lui donner. En tant qu'avocat privé, il manquait techniquement d'autorité étatique, mais en pratique, il pouvait faire en sorte que des choses impossibles se produisent. Vous avez besoin d'une permission qui prendrait normalement des mois, Cohn passe un coup de fil et vous l'avez en quelques jours. Vous souhaitez qu'un article négatif sur vous ne soit pas publié, Cohn connaît l'éditeur. Vous avez besoin qu'un procureur voie votre affaire sous un certain angle, Cohn était à l'école avec le procureur. Cette capacité à faire bouger le système selon votre volonté est la forme la plus pure de pouvoir, et elle ne nécessite ni élection populaire ni nomination officielle. Elle exige simplement d'être indispensable pour suffisamment de personnes importantes. Cohn entretenait ses relations avec la même absence de scrupules qu'il appliquait à tout le reste. Peu lui importait que ses clients soient des figures du crime organisé ou des politiciens respectables, qu'ils soient méprisables ou admirables. La seule chose qui comptait, c'était leur utilité, leur pouvoir propre, leur capacité à être intégrés au réseau. Et une fois que vous étiez dans le réseau de Cohn, il savait comment vous y faire rester. Il rendait des services qui créaient des dettes implicites. Il gardait des secrets qui pourraient être révélés si la loyauté faiblissait. Il connectait les gens entre eux, devenant indispensables comme intermédiaires. Chaque connexion qu'il facilitait augmentait sa propre valeur parce qu'elle signifiait que plus de personnes dépendèrent de lui pour maintenir leur propre réseau intact. Cette stratégie de réseautage est fondamentalement différente de la façon dont la plupart des gens comprennent le réseautage. Le réseautage conventionnel est transactionnel et relativement transparent. Vous échangez des faveurs, construisez de la bonne volonté, maintenez des connexions professionnelles qui pourraient être mutuellement bénéfiques. Le réseautage de Cohn était quelque peu plus sombre. C'était la construction délibérée d'un système de dépendance mutuelle et de secrets partagés qui liaient les personnes à lui de manière à ce qu'elles ne puissent pas facilement s'en libérer. Vous n'étiez pas simplement connecté à Cohn, vous étiez engagé avec lui. Briser la relation signifiait potentiellement vous exposer à des risques qu'il connaissait, mais que d'autres ignoraient. Le exemple le plus remarquable de cette troisième règle en action a été sa relation avec Donald Trump. Cohn a rencontré Trump dans les années 70, lorsque le jeune promoteur immobilier et son père faisaient l'objet d'une enquête par le département de la justice pour discrimination raciale dans leur propriété locative. La réponse conventionnelle aurait été de négocier un accord, de payer une amende, de mettre en œuvre des changements dans les politiques et d'aller de l'avant. Cohn a recommandé le contraire. Poursuivre le gouvernement fédéral pour 100 millions de dollars pour diffamation. La plainte n'avait aucune chance de succès et a finalement été rejetée, mais elle a rempli son objectif. Elle a transformé une narration où les Trump étaient accusés de discrimination en une narration où les Trump étaient victimes d'une surcharge gouvernementale. Dans le tribunal de l'opinion publique, qui était le seul tribunal qui comptait réellement, ils ont transformé la défense en attaque. Acronyme. Trump a absorbé les leçons de Cohn comme un étudiant dévoué, absorbe les enseignements d'un maître respecté. La riposte immédiate et féroce face à toute accusation. Le refus absolu d'admettre une erreur ou de montrer de la faiblesse.
la construction de loyauté par des faveurs et la disposition à briser des normes que d'autres considèrent comme inviolables. La relation entre Cohn et Trump illustre quelque chose de fondamental sur la transmission du pouvoir obscur, non pas par des textes ou des théories, mais par la modélisation et la pratique. Cohn n'a pas enseigné à Trump un système philosophique. Il lui a montré comment opérer, et Trump a observé, imité et finalement perfectionné le modèle pour une ère de médias de masse et de réseaux sociaux. Mais les 3 règles de Cohn, aussi efficaces soient-elles pour accumuler et exercer le pouvoir, ont un coût. Et ce coût finit par être payé. Cohn est mort en 1986, méprisé par une grande partie de la société, abandonné par beaucoup de ceux qui l'avaient servi, menant des batailles juridiques sur des impôts impayés et des accusations de conduite peu éthique. Il est mort de complications du sida à une époque où la maladie portait une stigmatisation brutale et jusqu'à la fin, il a nié publiquement son diagnostic, affirmant qu'il souffrait d'un cancer du foie. Même sur son lit de mort, la 2e règle maintenait sa domination. Ne jamais admettre ce que d'autres pourraient interpréter comme une faiblesse. La tragédie de Roy Cohn n'est pas qu'il était maléfique. Beaucoup de personnes sont malveillantes et l'histoire les oublie. La tragédie est qu'il a été efficace. Si efficace que son modèle d'opération continue d'être reproduit des décennies après sa mort par des personnes qui peut-être n'ont jamais entendu son nom, mais qui absorbent ses tactiques de l'environnement culturel qu'il a contribué à créer. Les 3 règles ne sont pas mortes avec lui. Elles sont devenues partie du manuel opérationnel standard de certains secteurs de la politique, des affaires et des médias. Elles ont été normalisées au point où ce qui semblait autrefois exceptionnellement cynique semble maintenant simplement réaliste. Et c'est là que la leçon de Cohn devient vraiment inquiétante. Parce que les 3 règles fonctionnent. Elles ne fonctionnent pas pour créer une société juste, elles ne fonctionnent pas pour construire la confiance ou une coopération authentique. Elles ne fonctionnent pas pour le bien-être collectif, mais elles fonctionnent pour l'individu prêt à les employer sans restriction morale. Elles fonctionnent pour accumuler du pouvoir personnel, pour se protéger des conséquences, pour manipuler des systèmes conçus pour fonctionner sous l'hypothèse que la majorité des personnes respectera certaines règles minimales de décence. Le système juridique, par exemple, est conçu sur l'hypothèse que la majorité des avocats opèrent dans certaines limites éthiques, que la majorité des participants respectent au moins nominalement la recherche de la vérité et de la justice. Lorsqu'une personne comme Cohn entre dans ce système sans aucun engagement envers ses valeurs, uniquement avec un engagement à gagner à tout prix, elle possède un avantage immédiat. C'est comme jouer aux échecs contre quelqu'un qui déplace secrètement les pièces lorsque vous ne regardez pas. Le jeu est conçu sur l'hypothèse que les 2 joueurs respecteront les règles, et cette supposition est la vulnérabilité que exploite celui qui n'a pas de restrictions. Voici la traduction en français. Voici la paradoxe centrale des règles de Cohn. Elles ne fonctionnent que parce que la majorité des personnes ne les applique pas. Si tout le monde agissait selon ces principes, le système s'effondrerait dans une guerre hobbesienne de tous contre tous. Mais tant que la majorité conserve au moins un vernis de décence, tant que la majorité s'autocensure en se basant sur des considérations éthiques, l'opérateur sans scrupules dispose d'un terrain de jeu où ses tactiques lui donnent un avantage décisif. C'est parasitaire. Cela fonctionne en extrayant de la valeur d'un système qui dépend du fait que d'autres maintiennent les normes qu'il viole. La question philosophique que Cohn pose, mais ne répond jamais, est « Quel genre de vie est-ce » Gagner chaque bataille, accumuler pouvoir et connexion, être craint et servi. Et pourtant, mourir seul, méprisé, incapable d'admettre sa propre vulnérabilité, même lorsque le corps se désintègre. Cohn a construit une armure si complète qu'elle est devenue une prison. Il ne pouvait pas montrer de faiblesse parce qu'il avait construit toute son identité sur l'invulnérabilité. Il ne pouvait faire confiance à personne parce qu'il avait passé des décennies à manipuler tout le monde. Il ne pouvait pas chercher une aide sincère parce que toute admission de besoin violerait les règles qu'il avait rendu puissant. Au cours de ces dernières années, lorsque sa santé déclinait et que beaucoup de ses alliés l'abandonnaient, lorsque les secrets qu'il avait gardés n'inspiraient plus la peur parce que les temps avaient changé et que de nouveaux joueurs dominaient le jeu, Cohn s'est accroché aux règles avec un désespoir croissant.
Il attaquait ceux qui l'accusaient d'être malade. Il niait l'inévitable. Il invoquait des connexions qui n'avaient plus le pouvoir qu'elles avaient autrefois. Les règles qui lui avaient si bien servi lors de sa montée sont devenues les chaînes qui l'ont enchaîné alors qu'il tombait. Mais reconnaître cette tragédie ne diminue pas l'efficacité des règles dans leur contexte opérationnel. Et c'est là le véritable horreur. Savoir que quelque chose est destructeur à long terme. Savoir qu'il construit du pouvoir sur des bases de peur et de manipulation. Savoir qu'il corrode les institutions qui rendent possible la coopération sociale. Et pourtant, reconnaître qu'à court terme, dans des contextes spécifiques, cela fonctionne. La personne prête à être plus agressive, plus impitoyable, plus libre de restrictions morales, a un avantage tactique sur ceux qui se limitent eux-mêmes par des considérations éthiques. Voici la raison pour laquelle des figures comme Cohn sont à la fois fascinantes et répulsives. Elles représentent la possibilité de pouvoir sans restriction, la tentation d'agir en dehors des limites qui contraignent les autres. Et dans les moments de frustration, lorsque tu as l'impression que le système est injuste, lorsque tu vois d'autres violer les règles sans conséquence, la tentation d'adopter le modèle de Cohn peut être forte. Si tout le monde triche, pourquoi devrais-je être le seul à jouer selon les règles? Si le système récompense un comportement impitoyable, ne suis-je pas un idiot de me limiter moi-même? Mais voici la dernière astuce, la vérité que Cohn n'aurait jamais admise. Les règles ont une date de péremption. Elles fonctionnent à merveille pendant la montée, lorsque vous accumulez du pouvoir et construisez votre réseau. Elles deviennent des passifs lors de la descente, lorsque vous avez besoin d'une loyauté sincère plutôt que d'une loyauté basée sur la peur, lorsque vous avez besoin d'une aide authentique plutôt que de transactions calculées. Cohn est mort entouré de personnes présentes par obligation ou calcul, non par affection ou respect réel. Il est mort incapable de demander ce dont il avait vraiment besoin parce qu'admettre ce besoin aurait violé l'armure qu'il avait polie toute sa vie. Les 3 règles de Roy Cohn sont un manuel d'opération pour un type spécifique de succès. Le succès mesuré en termes de pouvoir accumulé, d'ennemis vaincus, de volonté imposée. Ce ne sont pas un manuel pour le bonheur, la paix intérieure, les relations authentiques ou l'héritage positif. Ce sont des outils amoraux qui coupent dans les 2 sens. Ils peuvent vous aider à gagner des batailles et peuvent détruire tout ce qui rend leur victoire digne d'être vécue. La véritable question n'est pas si ces règles fonctionnent. Elles fonctionnent, la preuve est claire. La question est ce que vous êtes prêt à sacrifier pour les appliquer. Parce que le prix ne se paie pas seulement à la fin, il se paie à chaque instant où vous choisissez l'attaque plutôt que l'honnêteté, l'invulnérabilité plutôt que l'authenticité, l'utilité calculée plutôt que la connexion authentique. Il se paie dans l'impossibilité de savoir si quelqu'un est avec vous parce qu'il vous valorise ou parce qu'il vous craint. Il se paie dans l'érosion progressive de toute partie de vous qui n'est pas au service de l'accumulation de pouvoir. Alors voilà, tu connais maintenant les 3 règles que Roy Cohn utilisait pour construire et exercer un pouvoir que peu de personnes parviennent à atteindre en une vie. Attaque sans cesse, ne jamais admettre d'erreur, construire des réseaux de dépendance mutuelle. Tu sais qu'elles fonctionnent parce que l'histoire le prouve. Tu connais le coup parce que la même histoire le révèle aussi. La question que tu ne peux éviter est personnelle et troublante. À quel moment de ta vie utilises-tu déjà une version de ces règles? La dernière fois que tu as contre-attaqué au lieu d'admettre que tu pourrais avoir tort, c'était quand? Combien de tes relations sont authentiques et combien sont transactionnelles? Construis-tu du pouvoir ou construis-tu une prison? Et si tu te regardes honnêtement et que tu vois des éléments du modèle de Cohn dans ta propre façon d'agir, que feras-tu avec cette information? Tu l'utiliseras pour changer de cap ou tu l'interpréteras comme une validation que tu jouais le jeu correctement? Parce que ce choix, ce moment de décision où personne ne regarde et où il n'y a pas de conséquences immédiates, c'est la véritable épreuve de qui tu es au fond de toutes les stratégies et tactiques. Es-tu quelqu'un qui utilise le pouvoir ou quelqu'un que le pouvoir utilise?